La 31e fête du livre de Saint-Étienne, les mots en scène du 14 au 16 octobre. À Saint-Étienne, on aime les livres, on les célèbre. Cette année sous le signe des jeunes adultes avec comme marraine Agnès Martin-Lugan. Une nouvelle fête du livre intense et riche comme on les aime à Saint-Étienne, du 14 au 16 octobre. Lord, I do. Bienvenue sur la FM, c'est rendez-vous avec comme toutes les semaines et on parle, Gilles, cette semaine bien évidemment de la fête du livre. Bonjour Philippe, bienvenue dans Rendez-vous avec. Cette semaine, un rendez-vous avec consacré à la culture générale. On va faire une première partie spéciale fête du livre et puis on parlera aussi beaucoup de culture dans la deuxième partie. J'ai le plaisir de recevoir l'adjoint de Saint-Étienne aux affaires culturelles et également conseiller communautaire à Saint-Étienne Métropole, Marc Chassot-Bénet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, on est à quelques heures de l'ouverture de la 31e fête du livre. Avant de parler de fête du livre, j'aimerais d'abord savoir un peu qui est Marc Chassot-Bénet. C'est compliqué, c'est une question compliquée, c'est pas évident de se définir. On a souvent des noms, on a souvent des visages, et puis on ne sait pas trop d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, s'ils avaient une vie avant, quoi. Ah bah oui, il y a une vie avant la politique, effectivement. Surtout que j'ai découvert la politique récemment. Je suis, pour tout dire, graphiste de formation et communicant. J'ai fait mes études entre Lyon et Saint-Étienne. Je les ai terminées à l'université de Saint-Étienne avec un master en communication. Et j'ai été ces 7 dernières années, directeur de publication, donc directeur de journaux hebdomadaires et mensuels à Saint-Étienne. Et ensuite, vous avez décidé de vous engager en politique alors ? Exactement, en tout cas de m'engager aux côtés de Gaël Perdriau. Je suis pour l'instant pas encarté, donc on dit non inscrit, exactement. En tout cas, j'ai pris goût à la vie politique locale dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Et comment ça se passe au départ ? On choisit un domaine ou alors on est compétent dans un domaine et on nous propose de continuer dans ce domaine-là pour l'exemple de la culture? Alors c'est souvent une compétence effectivement particulière, en tout cas c'était mon cas, puisque j'étais directeur de journaux culturels et que j'ai évidemment une appétence naturelle pour la culture, parce que j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et c'est vrai que c'est après les premières discussions qu'on a pu avoir avec Gaël Perdriau et une affinité bien sûr, une amitié qui est née assez rapidement. Après ces premières discussions évidemment, eh bien mon profil culturel, je crois, a retenu son attention. Lui qui est un grand amateur de culture et qui avait une ambition forte pour ce mandat, il a choisi de me faire confiance, de faire appel à moi, et voilà, les choses se sont faites assez naturellement, même si je n'avais pas d'engagement politique. Il sentait sans doute que j'avais envie de participer à la vie de Saint-Étienne. Et puis si je me souviens bien, on s'est déjà rencontrés, vous m'aviez dit que vous aviez un père d'un côté, une mère de l'autre. Oui, c'est très vrai, vous avez bonne mémoire, effectivement. Oui, moi je suis né dans une famille qui est très ouverte d'un point de vue politique, puisque effectivement mon père était impliqué à gauche, ma mère à droite, donc c'est vrai que chez nous l'ouverture d'esprit, l'ouverture politique, eh bien fait partie de la vie de tous les jours. Et pour continuer, j'ai envie de plaisanter en vous disant, vous auriez peut-être pu être aussi également au sport, parce que j'ai vu que vous étiez un grand sportif, un grand cycliste. Un grand, je sais pas, mais j'aime beaucoup. Effectivement, ça m'aurait pas déplu. C'est pas une délégation qui m'aurait déplu, bien au contraire, je crois que j'aurais apprécié. D'ailleurs, dimanche, vous serez sur le vélo, je crois, si j'ai bien compris. Exactement, avec Monsieur le Maire. Ouais. Ça fait maintenant la 3e édition de la Fête du Livre que j'ai le plaisir de construire. Et donc, on participe le dimanche matin à la montée des soleils d'automne, qui est organisée par l'association Lire à Saint-Étienne de Jacques Plaine. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas de neige. J'espère aussi. ça serait mauvais signe. Ça serait mauvais signe pour la fête du livre dans son ensemble. Mais je pense pas, je crois que le temps est plutôt beau. Allez, on redevient sérieux. On va parler de cette fête du livre. C'est la 31e. Est-ce que vous savez un peu l'origine de la naissance de cette fête du livre ? Alors, on en a beaucoup parlé l'année dernière. C'est vrai qu'on était l'année dernière à la 30e édition de la Fête du Livre. Avec un magnifique catalogue d'ailleurs. Avec un très bel ouvrage qui a été rédigé. Vraiment magnifique. Ouais, tout à fait. Merci. Il a été rédigé par, il faut rendre à César ce qui est à César, par l'équipe de la Fête du Livre et par sa commissaire Isabelle Rabineau. C'est vrai que c'est un très bel ouvrage pour ceux qui ont vu la Fête du Livre grandir, évoluer, se transformer et qui ont un peu la nostalgie de ces années passées. Alors, cette année, la marraine, c'est Agnès Martin-Lugan. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur cette marraine de cette 31e fête ?
Alors quelques mots, c'est surtout chez elle l'aspect pas émergent parce que c'est plus une auteure naissante, mais malgré tout c'est une jeune génération d'auteurs. Elle fait partie d'une jeune génération et elle reste malgré tout un peu émergente puisqu'elle connaît un succès assez soudain avec notamment l'adaptation d'un de ses livres très prochainement au cinéma. Donc voilà, c'est tout à fait ce qu'on cherchait pour la fête du livre, c'est-à-dire des auteurs qui soient représentatifs d'une évolution nouvelle du livre. Hein. C'est un monde, le monde de l'édition qui est en pleine mutation et donc elle en est la parfaite représentante avec Catel d'ailleurs qui est la marraine des mots en scène qui fait aussi un peu partie de Catel Muller, hein, voilà, exactement, qui est strasbourgeoise si j'ai bien exactement, si j'ai bien lu mes fiches. Voilà, vous les avez bien lus, qui réalise elle des romans graphiques. Ça aussi c'était un choix évidemment d'Isabelle Rabineau, la commissaire, qui visait surtout à ouvrir aussi la question du livre. Le livre, ça n'est pas que le roman ou le roman policier ou voilà, où c'est genres très définis, c'est aussi le roman graphique, la BD et même le livre numérique. Donc à voir ces deux marraines, j'ai l'impression qu'on est sur une édition très féminine, non ? Oui, c'est vrai, c'était moins le cas l'année dernière puisque Patrick Poivre d'Arvor était le parrain de l'édition précédente. Ça n'est pas comment dire, ça n'est pas un choix affirmé, en tout cas c'était pas une directive, une commande politique, c'est vraiment voilà, ça s'est fait au coup de cœur d'Isabelle Rabineau. Je crois qu'elle fonctionne vraiment comme ça. Ça tombe bien puisqu'on le sait que dans cette année passée, il y a eu beaucoup de débats autour de la féminisation du monde du livre, notamment à Angoulême, on l'a vu, où le débat autour de la parité a été quand même houleux. Donc on en est fiers malgré tout et on est content, mais voilà, ça s'est fait de manière naturelle. Comment on choisit, comment on décide d'un parrain ou d'une marraine ? Ça se passe comment ? C'est longtemps, je présume que c'est longtemps avant. Comment ça se passe, le processus ? Oui, c'est longtemps avant, et ça, c'est vraiment, je crois, la mission du ou de la commissaire de la fête du livre. Alors, encore une fois, c'est Isabelle Rabineau, à Saint-Étienne, qui pilote avec talent notre fête du livre depuis plusieurs années. Et ça se fait beaucoup au coup de cœur. C'est-à-dire que c'est avant tout le commissaire qui donc est là pour définir une ligne, je dirais, artistique. Hein. C'est bien de ça qu'il s'agit pour la fête du livre, en tout cas une ligne directrice. Mais elle l'a définie avec vous. Oui, elle la définit, bien sûr, elle la partage en tout cas avec nous. Mais je crois qu'un peu comme pour comme pour tous les grands établissements ou toutes les grandes structures qui concernent la culture à Saint-Étienne, ma volonté et celle de Gaël Perdriau, bien sûr, c'est de ne jamais interférer, jamais faire d'ingérence dans la direction artistique, soit d'un établissement, soit d'un événement comme la Fête du Livre. Les conservateurs ou les commissaires d'événements ou de musées, pour les conservateurs, sont des gens qui maîtrisent évidemment très bien leur sujet, qui sont d'excellents professionnels. À Saint-Étienne, c'est le cas véritablement, et je crois qu'il faut vraiment leur faire confiance. Je crois sincèrement que le politique n'a pas sa place dans la question artistique. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des auteurs ou des auteurs qui sont un peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, sur la liste noire et qu'on dit, ben ceux-là, on n'a pas trop envie de les voir à Saint-Étienne ? Alors très sincèrement, non. Je crois que c'est pas arrivé. Je sais qu'il y avait eu une polémique il y a un an ou deux sur Daniel Riolo qui avait critiqué, je crois, niveau football. Il y a toujours des polémiques. Évidemment, c'est inévitable puisque par définition le livre est un mode d'expression et que l'expression, évidemment, déclenche des réactions. Et c'est souhaitable comme ça, d'ailleurs. Mais vraiment, encore une fois, en tout cas d'un point de vue politique, on n'a jamais, ni Gaël Perdriau ni moi-même, interdit la venue d'un auteur ou on ne s'est jamais opposé, ni pour des raisons politiques ni autres. La seule considération qui est la nôtre, elle relève de la responsabilité politique, c'est-à-dire le calme et le bien-être des Stéphanois. Et effectivement, oui, c'est avant tout une fête. Hein. Voilà, c'est avant tout une fête et il faudrait pas. C'est vraiment la seule chose sur laquelle on veillera très fermement. Il faut que la sérénité de tous soit respectée. Il faudrait pas qu'un auteur qui soit trop polémique et qui puisse déclencher des réactions trop vives soit invité sur la fête du livre. C'est souhaitable évidemment pour personne, surtout pas pour l'auteur et encore moins évidemment pour les Stéphanois. Donc c'est la seule considération qui sera la nôtre. Par contre, en termes d'expression, qu'elle soit politique, qu'elle soit des positionnements extrêmement forts, là on est évidemment très ouvert. L'objectif de la fête du livre, c'est aussi ça, c'est aussi comme d'ailleurs en matière de politique de livre et lecture en général, c'est aussi que le citoyen puisse se construire, notamment les jeunes citoyens. C'est une question sur laquelle j'insiste beaucoup auprès des médiathèques. On
mène une réflexion très profonde dans nos médiathèques sur le métier de médiathécaire. Le livre est là pour que le citoyen puisse se construire, notamment les jeunes citoyens, puissent se faire un avis sur des grandes questions de société, et donc pour cela, il faut ouvrir la discussion le plus possible. C'est aussi l'occasion d'ouvrir des débats. Exactement, c'est tout à fait ça. Et d'où la très nombreuse, la proposition très dense de débats autour de la fête du livre. Je crois que c'est un des objectifs premiers, qui sont ceux des professionnels du livre, que sont les médiathécaires, les responsables de la fête du livre, les éditeurs, auteurs qui sont présents. Quelle est la place des éditeurs, j'allais dire, non, ça sera la question suivante, des auteurs régionaux dans cette fête du livre? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Est-ce qu'ils sont inclus dans la masse? Comment ça se passe? Non, pour tout ce qui est de la périphérie de la Loire, j'allais dire, parce que c'est peut-être un peu restreint, Saint-Étienne. C'est une question qui est extrêmement importante et épineuse en même temps dans le monde de l'édition, parce qu'il y a dans les auteurs locaux beaucoup d'auteurs auto-édités, et c'est là que vraiment la question se précise. C'est-à-dire qu'on a évidemment une tendance particulière à vouloir accueillir des auteurs locaux, et quand des éditeurs nous proposent des auteurs, évidemment on est encore plus attentif lorsqu'il s'agit d'auteurs locaux, et ça c'est bien normal, parce qu'on est là aussi pour défendre l'activité artistique du territoire. Là où la question devient un peu plus épineuse, comme je disais, sur la question des auteurs auto-édités. Le monde du livre... Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Il y en a de plus en plus. Le monde du livre est de plus en plus impitoyable, parce que le marché est de plus en plus compliqué. Et en même temps, le monde du livre a entrepris un travail extrêmement intéressant et je pense pertinent sur la protection, entre guillemets, des auteurs édités, des auteurs qui sont suivis par des éditeurs, qui ont été validés par un éditeur. Et c'est ce qui permet malgré tout au marché de rester dense, de rester dynamique. Voilà. Et là où la question se pose pour nous sur l'accueil de ces auteurs auto-édités, c'est de ne pas perturber cette réflexion-là, de ne pas perturber ce qui a été mis en place par les éditeurs autour de l'édition confirmée, et voilà, et de ne pas peut-être donner la place à des auteurs auto-édités au détriment d'auteurs qui sont eux suivis par des éditeurs, accueillis par des éditeurs. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué cette question-là, parce que on comprend tout à fait aussi que des auteurs qui n'ont pas été suivi, financé par un éditeur, aient aussi envie de pouvoir s'exprimer, d'être présent. C'est aussi pour cette raison-là que nous avons développé avec Isabelle Rabineau les offres qui permettent des propositions peut-être plus larges que simplement la présentation d'un circuit classique, éditeur, libraire, auteur. On a parlé des auteurs, on va parler aussi de la place des libraires stéphanois. Quelle est leur place dans cette fête du livre ? Elle est primordiale. C'est une discussion que nous avons eue très récemment avec eux qui est très riche. Alors un peu comme ce sont des gens qui sont un peu taquins parce qu'ils ont un rôle politique, et j'y reviendrai, politique au bon sens du terme. Ils se sont présentés en disant, mais d'après vous on est quoi ? Est-ce qu'on est des commerçants ou est-ce qu'on est un peu plus que ça? Et c'est évident que la réponse est beaucoup plus que ça. Les libraires sur la fête du livre ont un rôle politique là aussi, on y revient toujours à cette question-là, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils défendent le livre, ils défendent une certaine idée du livre, elle est différente d'ailleurs selon chaque libraire, mais elle est toujours très précise. Ce sont de véritables militants du monde de l'édition, ils défendent véritablement une qualité, encore une fois elle est variable, on a des libraires spécialistes de la BD, on a des libraires spécialistes du livre peut-être pas élitiste mais en tout cas pointu, on a des libraires beaucoup plus grand public, mais chacun défend une idée particulière du monde de l'édition, et on est là évidemment pour répondre à cette question-là. Ils ne sont pas que des commerçants, et je crois que malheureusement ça a été une des déviances de la fête du livre certaines années, c'est-à-dire qu'on a pu considérer que la fête du livre était un événement commercial qu'on pouvait confier à un cabinet extérieur, et que c'était bien si on vendait des livres. Il y a beaucoup plus que ça derrière le livre, et évidemment dans le contexte que nous vivons, que nous connaissons tous, mais qui nécessite de se réinterroger sur la nécessité d'apporter de la culture un peu partout, les libraires ont un rôle primordial au même titre que les médiathécaires, au même titre que tous les professionnels du monde du livre. Si j'avais bien compris, à la base, j'avais rencontré aussi Jacques Plaine qui m'avait expliqué que le but c'était de faire une fête populaire et vraiment une rencontre, un échange entre celui qui écrit et celui qui lit. Est-ce que la fête du livre aujourd'hui, c'est un rendez-vous culturel bien sûr, mais est-ce que les auteurs sont pas là aussi un peu pour vendre du livre ?
Alors, il faut pas. Voilà, c'est une très bonne question. C'est pas parce que Merci je dis effectivement. Merci de l'avoir posé. Voilà, merci de l'avoir posé. Effectivement, mais ça, est-ce que c'est un mal? Ça serait ça la vraie question. On n'est pas dupes. Les auteurs sont là pour défendre un livre. Ils en vivent. C'est une économie. Et les libraires dont on parlait sont aussi des commerçants. Quand je dis qu'ils sont des militants, évidemment, ils ne sont pas. Même s'ils sont altruistes dans leur démarche, ils restent commerçants. Donc il y a une démarche commerciale derrière tout ça. On ne peut pas la nier, simplement effectivement on défend à Saint-Étienne cette notion-là, c'est-à-dire que la fête du livre est plus qu'un événement commercial, c'est un événement populaire, extrêmement populaire, festif. C'est un mot qui est assez synonyme à Saint-Étienne avec les Stéphanois. Exactement, c'est comme on dit assez souvent, la fête du livre de Saint-Étienne, c'est vraiment l'esprit stéphanois, c'est-à-dire un esprit humaniste, traditionnel, ouvert, festif, et en même temps des grandes questions sur le monde de l'édition. Et là, on est vraiment dans des notions aussi commerciales. Saint-Étienne s'est positionné très fortement pour réfléchir aux évolutions de ce monde éditorial en pleine mutation, que ça soit autour du design avec l'initiative Redesign-moi un salon, que ça soit autour du numérique avec le carré numérique l'année dernière qui prendra aussi sa place Jean Jaurès, et puis cette année aussi précisément sur le domaine des jeunes adultes. Les jeunes adultes, dans le monde de l'édition, c'est pas des adolescents, c'est beaucoup plus fort que ça et beaucoup plus important comme question. Ce sont de jeunes auteurs qui ont parfois seulement 17 ans, qui s'expriment aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui, une fois qu'ils sont suivis par des millions de fans, sont enfin édités, parce que les éditeurs se disent zut, on est en train de rater quelque chose. Il y a un business à faire. Et donc là, on est bien dans une question complètement économique et dans un bouleversement total. C'est-à-dire que c'est cette mutation numérique, cette transformation numérique a impacté évidemment le support du livre, avec toutes les dimensions qu'on a pu présenter dans le carré numérique et qu'on représentera cette année, mais au-delà de ça, elle a renversé le système de l'édition. C'est-à-dire qu'avant, un auteur envoyait son manuscrit, il était ou non validé par un éditeur qui, lui, misait, entre guillemets, sur cet auteur. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est l'auteur lui-même qui a d'abord son groupe de fans, parce que ce sont presque des fans quand on parle des jeunes. Vous avez un nombre de fans, non, pour pouvoir écrire un livre, parce que moi j'en ai quand même quelques-uns. C'est vrai que vous en avez plus que moi, je crois. il faut peut-être y penser, il faut peut-être se lancer là-dedans. On avait pensé à un projet de bande dessinée, mais c'est un peu compliqué. D'accord. On peut peut-être vous aider, cela dit. On revient au public, au studio jeune adulte. J'ai vu notamment des noms, Ben Brooks, Karina Hall, Fleur Anna, Melissa Belvin. Est-ce que c'est comme le monde des youtubeurs? Il y a des moteurs aussi dans ce monde-là. C'est tout à fait le même principe. Alors, c'est un sujet qui fait un peu polémique, encore une fois, chez les libraires autant que chez les éditeurs, parce que d'abord, il y a une liberté dans l'écriture qui n'est pas celle des éditeurs, qui n'était pas celle des éditeurs jusqu'alors. Il y avait des règles à suivre, des schémas. Voilà, on faisait attention à ne pas brusquer. Et là, effectivement, il y a toute une génération on casse les codes. Qui en validant ces auteurs, c'est-à-dire en les suivant, en les lisant d'abord sur Internet, a complètement, effectivement, explosé les frontières, c'est-à-dire et les codes. Ces auteurs-là sont disponibles en permanence sur Internet, ils sont ultra accessibles via les réseaux sociaux, donc le rapport au lecteur a complètement changé, donc ils répondent directement à la demande du lecteur, ils adaptent leurs écrits en fonction de leur lecteur, et surtout effectivement ils arrivent à parfois avoir une écriture extrêmement crue, c'est très direct, ce qu'un éditeur ne se serait pas permis dans les décennies précédentes. Donc ça fait encore une fois débat. On a estimé à Saint-Étienne, et c'était évidemment un choix que nous avons validé d'Isabelle Rapineau, on estimait qu'il fallait aussi présenter cette dimension là du livre, et en tout cas, alors c'est pas le cas de tous les auteurs, hein, d'ailleurs je les ai pas tous lus, mais vous citiez Ben Brooks tout à l'heure, c'est effectivement très cru, mais je dois dire que c'est notamment le livre qu'il a écrit lorsqu'il avait 17 ans, qui est un véritable best-seller. Moi c'est un livre que j'ai adoré, c'est très franc, c'est très direct, c'est très plaisant à lire parce qu'on ne se ment pas, on raconte un peu des histoires, il le dit, mais c'est complètement assumé, c'est-à-dire qu'il dit voilà, dans ce livre-là je vais romancer certains passages, donc c'est très assumé, et c'est autant de franchise, c'est plaisant, et je comprends que ça plaise vraiment à une génération d'adolescents qui jusqu'alors n'étaient pas touchés par le monde de l'édition. Il y a eu beaucoup de travail de fait par les éditeurs autour des séries qu'on connaît, hein. D'abord Harry Potter, ensuite Twilight, et puis on les a suivis quand ils ont grandi avec les 50 nuances degrés. C'est la même génération qui a vieilli finalement. Donc les éditeurs ont vraiment couru après cette génération-là, et finalement cette génération a trouvé elle-même son créneau et elle-même ses auteurs. C'est tout à fait intéressant à suivre. Alors depuis 2013, il y a un événement dans l'événement, c'est Les mots en scène,
quel est le programme de cette année et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller découvrir les mots en scène? Vendez-nous-le. Les mots en scène. Alors, je vais pas vous vendre le programme parce que je l'ai pas tout à fait en tête, mais ce qui évidemment nous séduit tous dans les mots en scène, c'est que c'est une ouverture tout à fait nouvelle au livre. Et là aussi, c'est très stéphanois dans l'esprit. Très stéphanois parce que évidemment c'est du théâtre, qu'on est dans le pays de Jean d'Asté et que ça a du sens à Saint-Étienne de mettre en scène un texte. C'est évidemment très fort comme symbole, mais surtout parce que c'est une dimension nouvelle. Il y a eu des moments extrêmement émouvants dans les années précédentes, depuis les présentations de ces mots en scène. Ce sont des jeunes compagnies stéphanoises qui mettent en scène en accord avec les auteurs très souvent, dans un travail vraiment commun, qui mettent en scène des textes ou des extraits, et c'est toujours extrêmement intéressant. Ça donne vraiment une dimension différente au livre. C'est aussi un moyen de séduire, entre guillemets, en tout cas d'intéresser une partie du public qui n'est pas très porté sur la lecture, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui lisent moins d'un livre par an. C'est une manière de leur montrer que le livre est vivant et que selon la manière dont on le lit et on l'interprète, on peut le vivre différemment. C'est des compagnies stéphanoises ou c'est des compagnies qui viennent de partout? Non, ce sont des compagnies stéphanoises. Exclusivement stéphanoises. Voilà, l'idée c'est d'avoir des compagnies avec lesquelles nous travaillons déjà, que nous soutenons, que nous encourageons. Le travail se fait aussi en lien avec la comédie, alors qui est un petit peu moins impliqué sur cette thématique cette année, mais qui est quand même toujours très présente et qui a vraiment joué le jeu les années précédentes, la comédie de Saint-Étienne. Et donc c'est vraiment avec des comédiens qui connaissent, qui ressentent et qui comprennent l'esprit de la fête du livre de Saint-Étienne. L'année dernière, il y a eu notamment des lectures du livre de Jacques Plaine dans ce qu'on appelle la Gaïola, qui est l'espace dans lequel on joue ces mots en scène. C'était absolument émouvant, drôle, émouvant, touchant, et je crois que tout le monde est sensible à ça. On a parlé des jeunes tout à l'heure. Moi, j'ai une question qui vient, c'est est-ce qu'on a senti... on avait cette impression qu'avec le numérique, les jeunes lisaient de moins en moins, et malheureusement pas que les jeunes. Est-ce qu'il y a un sens inverse où on a des frémissements, les jeunes reviennent à du papier? Voilà. Oui, est-ce qu'on revient au papier? Comme on revient aussi au vinyle pour la musique? Alors c'est peut-être un petit peu tôt parce que comme la transition n'est pas faite, c'est peut-être un petit peu tôt pour dire on revient au papier. En tout cas, il y a un frémissement. Voilà, ce qui est certain, c'est que le papier est loin de disparaître, vit encore très bien, et qu'on n'est pas du tout, en tout cas personnellement, je ne crois pas du tout à sa disparition, vraiment pas du tout. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors des précédentes éditions, moi je suis issu du monde de la presse. J'étais directeur de publication, comme je disais, pendant plusieurs années. J'ai vécu cette transformation-là dans le monde de la presse. Tout le monde a annoncé la mort du papier, et en fait on s'est rendu compte que c'était une mutation, mais finalement qui s'est opérée, alors malheureusement au détriment de certains titres, mais aussi pour le mieux, pour certains autres titres. C'est-à-dire que la presse, par exemple, c'est spécialisé. La presse papier, celle qui fonctionne, est une presse qui a gagné en valeur ajoutée. Pointue. Voilà, qui est plus pointue, plus riche, plus renseignée. Et même les grands journaux, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés. Le Monde fait de l'info gratuite disponible immédiatement sur son site internet, aussi bien qu'il a une édition abonnée extrêmement riche et qu'on continue à acheter en kiosque aussi lorsqu'on n'est pas abonné parce que le contenu est tout à fait évidemment supérieur à celui qu'on trouve en numérique. Et je crois que c'est un petit peu la même chose en ce qui concerne le monde de l'édition plus largement. C'est-à-dire que le livre n'a pas vécu cette mutation pour l'instant, il la vit à retardement parce que les contraintes liées au marché du livre et des éditeurs qui ont suffisamment protégé ce monde-là, ce milieu-là, fait que voilà, aujourd'hui il y a un petit peu de décalage dans le temps, pas de retard mais de décalage. Mais en tout cas, on se rend compte que le beau livre, le livre de qualité, celui qui a une couverture travaillée, a effectivement une place importante dans le marché, de plus en plus importante, que notamment des designers se pensent sur la question du livre papier, des graphistes sont de plus en plus présents sur la question du travail des couvertures, de la mise en page, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore extrêmement présente. Donc je crois que c'est un petit peu le même type de mutation, je peux me tromper, mais en tout cas c'est ce qu'on sent pour l'instant. Donc on est très présents, nous, sur les deux créneaux. On défend évidemment le livre papier, je le défends, je sais que monsieur le maire, lui, ne lit que des livres papier, ce qui est mon cas également, et pourtant on est très ouvert à la notion numérique, mais voilà, je crois qu'il faut être ouvert à tout dans une phase de mutation comme celle-ci, et en tout cas via l'initiative Redesign-moi un salon qui va proposer d'ailleurs cette année un principe de
d'écriture collaborative sur tablette, donc on peut pas être plus dans le numérique et plus dans le questionnement sur l'écriture de demain, pas seulement sur la lecture, bien également sur l'écriture. Donc c'est une initiative Redesign-moi un salon qui est faite avec l'école d'art et de design, donc ce sont des élèves designers qui vont présenter cette initiative, ou diverses propositions numériques, même autour du gaming, grâce au travail avec Indetouch qui va être aussi présenté place Jean Jaurès. Donc voilà, on est vraiment ouvert à toutes ces questions-là et je crois pas qu'il faille aujourd'hui déjà enterrer le livre au papier, loin de là. Dernière question avant notre petite pause musicale. Est-ce qu'on a un retour, on sait d'où viennent les gens à la fête du livre? Je parle du public. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Lyon? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Puy? Ou c'est seulement un événement stéphanois? Alors c'est très difficile à quantifier parce que la fête du livre est un événement ouvert, complètement ouvert, donc il n'y a pas de question ni de filtrage à l'entrée, enfin mis à part en termes de sécurité, mais en tout cas on a effectivement le sentiment, et je pense qu'on peut être assez sûr de nous là-dessus, que la fête du livre touche bien au-delà de la ville de Saint-Étienne. D'abord parce que le nombre de visiteurs laisse entendre que il n'y a pas que des Stéphanois, hein, puisqu'on est au-delà des 100 000 visiteurs, on espère avoisiner prochainement les 150 000, pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être que des Stéphanois et ça n'est certainement pas que des gens de la couronne. C'est aussi pour cette raison-là que nous avons choisi maintenant de présenter la fête du livre de Saint-Étienne à Paris, systématiquement, de présenter toutes les initiatives dont je parlais à l'instant, de réflexion autour des transformations du monde du livre, puisque comme ville de design et ville de design tech, eh bien nous devons d'être le moteur de ces grandes réflexions et de réfléchir aux usages du livre de demain. Et donc en présentant ces initiatives à Paris, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'éditeurs, de spécialistes du monde de l'édition, de la presse aussi spécialisée, qui viennent à Saint-Étienne découvrir la fête du livre. Vous leur donnez envie. On essaye et je crois que ça marche. Allez, on part en musique avec un groupe stéphanois, Barrio Populo, et la chanson c'est La Factrice. Ma copine est factrice, élément facteur, dans lequel je me glisse pour lui envoyer des fleurs. Je l'imagine triant ses kilos de courrier, en s'imaginant nu dans son lit léger. Et à sa grande surprise, au milieu des colis et de sa journée grise, un bouquet de jonquilles en guise de ta beauté. Je t'offre ces pétales, voilà ce que j'écrirai sur une carte postale. Je m'en vais tranquillement à la poste du quartier. Une jolie fille me regarde en plan derrière son guichet. Elle me demande l'adresse de cet envoi de tendresse. Je lui dis ici même, 3e pièce, ces fleurs pour ma princesse. Elle me dit pardi, ce que c'est gentil. Mon cœur y frémit, j'aime tant les jonquilles. Je lui dis si tu en veux, je t'en donne une ou deux. Je les offre à tes yeux, qui sont si merveilleux. Factrice et facteur, de mises et de fleurs. In a flower, in a flower, in a flower. Factrice, reine, facteur, de ma glisse. In a flower, and a flower, and a flower, and a flower. Factrice et facteur, de mises et de fleurs. Elle rougit et me caresse de son regard de tigresse. Et sur un papier je laisse mon adresse. 3 jours et nuits plus tard, ma copine revient bizarre, avec un bouquet de pissenlits qu'elle me donne et me dit: ces fleurs te sont envoyées par la jolie fille du guichet, qui avait oublié que c'est moi qui faisais ta tournée. Et étonnamment elle n'est pas énervée, dit moi aussi je la trouve belle, invite-la pour dîner. Ça y est, c'est la sonnerie, elle arrive, le feu dans l'âme, bouche béate, les yeux surpris, dans ceux de ma femme. Prends place et sois à l'aise, tu peux t'asseoir là-bas.
sur cette petite chaise, sous le bouquet de lilas. La suite ne se chante pas, même si nous on a chanté. Jonqui, pissenlit, lilas, le tout en un bouquet. Ma copine est factrice, élément facteur, dans lequel je me glisse pour s'aimer comme des fleurs. Factrice et facteur, de lys et de fleurs. Une flower, une flower, une flower. Factrice, reine, facteur, de ma glisse. And a flower, une flower, une flower, une flower, une flower. Factrice et facteur, de lys et de fleurs, de lys et de fleurs. Bonjour, je suis Alain Denis. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Retour de rendez-vous avec cette semaine l'adjoint aux affaires culturelles Marc Chassot-Bénet. Et j'ai envie de vous dire, on est toujours dans le brouillard stéphanois. J'espère que cette fête du livre sera placée avec quelques rayons de soleil, parce que ça serait un peu dommage d'avoir de la pluie. Sans aucun doute, il fera très beau. Ils annoncent du soleil, je crois. Hein. Ils annoncent du soleil, oui. On a parlé des compagnies qui vont faire les mots en scène. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos sur toutes ces compagnies qui sont présentes à Saint-Étienne ? Elles sont nombreuses, elles sont extrêmement nombreuses puisque par tradition... J'ai entendu parler de 25 à peu près, c'est ça ? Oh oui, je crois que, c'est une estimation, mais je crois que vous êtes dans le vrai. Oui, parce qu'on a reçu quelqu'un qui sera diffusé que la semaine prochaine, c'est pour ça. D'accord, très bien. Oui, effectivement, il y en a beaucoup, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent, et c'est bien comme ça, il y en a qui se divisent aussi, ça arrive. En tout cas, on est, je pense, une des villes de France les plus, proportionnellement, les plus riches en compagnie de théâtre. Et comment ça se passe ? La mairie, elle aide comment ? Elle fournit des locaux, elle fournit des subventions, elle fournit de la logistique ? Alors un peu tout ça justement. On a créé, j'avais proposé en début de mandat à Gaël Perdriau de créer un dispositif d'accompagnement à l'émergence, qu'on appelle l'émergence, et c'est la voie, le seuil entre l'amateurisme, c'est-à-dire la sortie par exemple d'une école d'art, hein, je prends un exemple au hasard, et puis la professionnalisation. Cette phase d'émergence, c'est sans doute la plus difficile pour ces compagnies-là. C'est le moment où on apprend à se structurer, le moment où on doit trouver un administrateur, des partenaires, des résidences, et donc ce moment de fragilité, on l'a estimé à 3 ans, et donc la ville de Saint-Étienne accompagne désormais ces compagnies-là pendant 3 ans avec un soutien logistique, c'est-à-dire la mise à disposition de locaux, de bureaux, d'espaces de travail, et surtout un soutien humain, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement vraiment de la direction des affaires culturelles pour les conseiller sur la structuration de leur compagnie. Le troisième axe, évidemment, il est financier. On essaie de maintenir sur ces 3 années un soutien financier important pour leur permettre, là aussi, de se structurer. Et au-delà de ces 3 années, on considère qu'ils doivent avoir, constitué un réseau de partenaires et avoir des spectacles qui tournent, avoir constitué une économie. Ça ne veut pas dire qu'on les abandonne, il reste des aides au projet, mais c'est la manière dont on les accompagne. Et puis, au-delà de ces compagnies émergentes, je disais, il y a ceux qui sont aidés au projet, il y a aussi les compagnies rayonnantes. C'est-à-dire que là, c'est un autre type de convention. Ce sont des gens qui, après avoir passé ces aides au projet, ont assis un projet extrêmement solide, extrêmement fort, qui fait rayonner l'image de la ville. Et donc là, c'est un petit peu le renvoi d'ascenseur. Ce n'est plus eux qui ont besoin de nous, c'est la ville de Saint-Étienne qui a besoin de ces compagnies pour rayonner. Et donc là aussi, on les conventionne sur plusieurs années, sur 3 ans, pour leur permettre de rester sur le territoire, de bénéficier là aussi souvent d'un accompagnement matériel. C'est souvent ce dont elles ont le plus besoin, de locaux. Et en échange, elles portent les couleurs de la ville au niveau national et international. Vous disiez les artistes qui nous permettent de rayonner. Là, j'ai 2 noms qui arrivent, c'est Muriel Robin et Bernard Lavilliers. Est-ce que c'est des gens qui vous aident dans la communication ou qui sont complètement indifférents à Saint-Étienne ?
Oh, je pense pas qu'ils soient indifférents. Non, mais j'ai fait exprès Ouais, de forcer oui, le oui. train. Je comprends bien. Non, je pense nécessairement ça nous aide. Après, je crois qu'on peut pas demander à des artistes qui ont atteint ce niveau-là d'éternellement porter dans tous les discours l'image de la ville. Ils le font par eux-mêmes, je veux dire de manière presque involontaire, parce que Saint-Étienne revient toujours dans le cœur des Stéphanois, on le sait, et revient toujours dans leurs paroles. Mais finalement, le travail ne se fait plus avec eux parce que voilà, ils sont trop loin maintenant et c'est bien comme ça. Par contre, il y a des artistes qu'on espère être du même niveau prochainement, dans des années proches. Et là, par contre, le lien doit rester très fort. Et donc, c'est aussi la vocation de ces conventions rayonnement. Vous avez des noms? Non, ça serait compliqué de faire des Ouais. pronostics. Pour l'instant, évidemment, il y a des gens auxquels on pense, il y a des gens on croit on pense sincèrement qu'ils ont un potentiel fort. Et c'est d'où la raison de ces conventionnements rayonnement. Après, on peut se tromper. On a vu aussi des projets encore récemment, malheureusement, des projets auxquels on croyait beaucoup mourir parce que la vie d'un artiste est compliquée. Mais voilà, c'est tout l'enjeu de la politique culturelle. Vous avez parlé d'émergence pour tout ce qui est compagnie. Et pour ce qui est de la musique, j'ai envie de vous dire, même si c'est un domaine où je suis un peu étranger, tout ce qui se passe au fil, c'est des nouvelles musiques, si on peut un peu m'expliquer ce que c'est que le fil. Le fil, Pour moi qui vais bientôt atteindre mes 50 ans. D'accord. Le fil, c'est une salle de musique actuelle. Alors ça, c'est très français. Musique actuelle, on a défini en quelques mots les musiques qui sont le jazz, le rock, toutes ces musiques, toutes ces esthétiques un peu nouvelles dans les années 80 qu'on n'avait pas tellement envie de voir venir. D'un point de vue politique, à l'époque, c'était peut-être un peu plus compliqué de dire on va organiser un festival de rock. Donc on a dit on va organiser un festival de musique actuelle. Comme ça passait mieux. Je dis ça avec le sourire évidemment, mais en tout cas le fil, donc la salle de musique, scène de musique actuelle, c'est un label qui est attribué à certaines salles en France. Il y en a un petit nombre, un peu plus d'une centaine je crois, avec des critères très précis. C'est-à-dire pour obtenir un financement, la salle de musique actuelle doit répondre à la promotion notamment de groupes locaux. Ça fait partie de ses missions. Elle doit répondre à un élargissement dans sa programmation, c'est-à-dire qu'elle doit proposer des groupes très divers, si possible pas issus du courant mainstream, mais d'un courant un peu plus underground. Ça fait beaucoup de mots anglais là, que j'utilise, c'est pas très bien, mais on est en musique, on peut se permettre. Ou je m'endors ou je décroche. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on doit, le fil a cette mission-là, et donc à Saint-Étienne, c'est une délégation de service public qui est accordée à la Limace. Donc le bâtiment appartient à la ville, mais il est géré par une association qui est une association d'associations. C'est-à-dire que sont réunis au sein de la Limace 21, je crois, sans dire de bêtises, associations de professionnels de la musique locaux, ou de bons amateurs, en tout cas de connaisseurs de la musique au niveau local, qui se sont fédérés pour porter des projets de ce type. Il y a aussi des obligations en termes de médiation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail. Le fil s'oblige à travailler avec des enfants, à initier des enfants à la création musicale, au travail avec les écoles, avec les plus jeunes. Voilà. Donc c'est vraiment une mission très très large. En tout cas, c'est une belle manière de pouvoir structurer justement la création musicale. Est-ce que c'est une scène qui a des obligations vis-à-vis de la musique stéphanoise, des groupes locaux, oui, régionaux? Oui, clairement. Il y a une place qui est pour eux. Tout à fait. Il y a vraiment une place pour eux à partir du moment où un projet prend forme sur le territoire de Saint-Étienne et que il obtient l'aval de ces professionnels-là justement et de la Limace. Il est quasi certain, et même certain, de pouvoir être accueilli au fil, soit en résidence, soit en création, d'être accompagné aussi. Donc après, c'est la ville prend le relais également avec le fil. Et il y a des dispositifs Crescendo, qui sont des dispositifs aujourd'hui connus, qui ont été créés par Archem Sivation, qui est d'ailleurs à l'origine du fil, qui malheureusement nous a quittés depuis, mais qui a beaucoup marqué la musique à Saint-Étienne. Il faut lui rendre cet hommage. Et Crescendo permet justement, en lien avec ces professionnels de la musique, en lien avec l'équipe du fil, mais aussi toutes les associations qui ont rejoint la Limace. Alors Limace, ça veut dire Ligérienne de musiques actuelles. Je l'ai pas précisé, le mot est pas, voilà, c'est un peu rigolo, mais il faut préciser ce que ça veut dire. Donc la Ligérienne de musique actuelle travaille aussi avec la ville de Saint-Étienne pour accompagner des projets artistiques. Donc des groupes viennent nous voir et la ville de Saint-Étienne, finance à travers le dispositif Crescendo, soit la création d'un album, soit d'un clip, soit une promotion particulière, mais toujours en lien avec les professionnels, c'est-à-dire que ces groupes ont un tuteur, on peut l'appeler comme ça, qui suit le projet pour être sûr de sa concrétisation et de sa pérennisation.
Alors, au niveau culturel, à Saint-Etienne, il y a un nom qui revient forcément, c'est Jean Dasté. La comédie, cette année, va vivre quelque chose, enfin cette année, l'année prochaine, un grand événement, puisqu'elle va déménager. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, pour les Stéphanois, c'est quoi la comédie? Beaucoup de questions dans une. C'est beaucoup de questions dans une, mais le sujet le mérite parce qu'effectivement c'est un bouleversement pour Saint-Étienne. D'abord, c'en est un pour le quartier de Tarentaise-Beaubrun qui va voir partir la comédie, et j'y reviendrai dans une seconde. Mais c'est surtout la mise en lumière d'un centre dramatique national, le premier centre dramatique national de France, celui de Jean Dasté. C'est tout un symbole pour Saint-Étienne. Et finalement, voilà, même si on regrette beaucoup de le voir partir de son lieu historique, Gaël Perdriau s'était beaucoup exprimé dans le courant du précédent mandat sur cette question-là. On est très content malgré tout de pouvoir remettre un coup de projecteur sur ce centre dramatique national qui depuis l'arrivée d'Arnaud Meunier, il faut le dire, a une renommée encore accrue, un rayonnement extrêmement impressionnant. Les pièces, d'abord les créations d'Arnaud Meunier rayonnent énormément et sont régulièrement reconnues et récompensées, mais surtout l'établissement en lui-même a aujourd'hui vraiment regagné ses lettres de noblesse. On en est très heureux, et là le rayonnement pour la ville est évident au niveau national et au niveau international. Donc cette l'ouverture d'un nouveau lieu, ça sera évidemment un événement majeur. Donc dans le courant de l'année, 2017, la comédie va s'installer petit à petit. Quelle est la date exacte normalement? Alors il n'y a pas de date exacte, mais on imagine que, en tout cas avant le printemps, ils vont s'installer. Donc c'est très rapide. Alors. Voilà, c'est très rapide. Oui, vraiment. En début d'année, les travaux vont se terminer et puis le relais va se faire petit à petit. Il y aura une remise des clés, sans doute dans le premier trimestre, en tout cas dans ces eaux-là. Et puis là, c'est les équipes techniques de la comédie qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que vraiment, il y a un travail de préparation technique, d'appropriation de l'équipement. C'est un mastodonte qui a été construit. C'est un peu plus de 30 millions d'euros qui ont été investis par l'ensemble des partenaires. Dont près de 8,5 millions pour la ville de Saint-Étienne. C'est véritablement sans doute un des grands événements du monde du milieu dramatique, de l'art dramatique français pour la décennie à venir. Étant donné les finances publiques, il n'y aura pas beaucoup de sites de centres dramatiques nationaux qui seront reconstruits sur ce modèle-là. Et beaucoup de Stéphanois se posent la question, il y aura quoi à la place de la comédie à Tarentaise? Alors voilà, vous me permettez de revenir justement sur le départ de la comédie de Beaubrun-Tarentaise. Ça a été très certainement ou peut-être le sujet qui nous a le plus préoccupé en termes de politique culturelle pendant la campagne. C'était la reconversion de ce site-là. On ne peut pas imaginer que demain le quartier de Beaubrun-Tarentaise ne vive plus, et donc très très rapidement on s'est mis au travail sur cette question-là avec Gaël Perdriau, et nous avons proposé donc un projet qui soit un pôle dédié, un centre dédié au spectacle vivant en général, parce que, alors pas tout simplement parce qu'on avait envie comme ça de réhabiliter un bâtiment, mais parce que réellement le milieu artistique stéphanois a besoin qu'on réponde à des questions urgentes, de mise à disposition de locaux, de déménagement de structures qui sont aujourd'hui dans des locaux qui ne sont pas adaptés à leur pratique, et puis d'espaces de répétition, de mise à disposition d'espaces de travail, de bureaux. Donc il y avait vraiment cette problématique-là. Aujourd'hui, le projet prend forme. Il accueillera notamment les départements d'art dramatique et de danse du conservatoire qui jusqu'alors étaient sans lieu fixe et qui naviguaient dans des lieux stéphanois, ce qui n'est pas acceptable pour des enfants qui veulent se former aux arts. Donc on leur doit un lieu de qualité, un enseignement les enseignants sont de qualité, mais un enseignement global, un contexte d'enseignement de grande qualité, et donc ça sera chose faite. Il y aura 2 écoles de musique qui aujourd'hui sont dans des sites, dans des bâtiments municipaux qui sont soit voués à la démolition, soit dans un état qu'on considère non adapté à leur pratique, pas dans un état satisfaisant en tout cas. Il y aura des associations qui sont spécialisées dans la médiation artistique. Il y aura les compagnies conventionnées à l'émergence, notamment en théâtre et dans d'autres disciplines du spectacle vivant. Et puis l'ensemble des projets qui pourront intégrer les salles de répétition, les salles de travail qui vont être redessinées dans ce site-là. Donc évidemment tout ça a un coût. On avait aussi beaucoup communiqué là-dessus. C'est-à-dire que le départ de la comédie et la construction c'est une chose, mais il y a encore un investissement important à faire sur ce site-là. Nous avons décidé de ne pas minimiser ce budget-là pour proposer un projet extrêmement pertinent. Et donc c'est environ 7,5 millions d'euros qui seront investis sur la reconversion de ce site. L'objectif c'est de le rendre plus ouvert, plus accessible, dédié très majoritairement aux enfants, à l'éducation artistique, avec un site
site qui vit du matin au soir avec des classes, avec des adolescents, des jeunes adultes ou des artistes émergents, et bien qui naviguent, qui se croisent dans ce lieu et qui échangent autour du spectacle vivant. Un lieu de vie et un lieu de spectacle. Alors. Exactement, et puis bien sûr l'activité de la salle Jeanne d'Arc aussi, on le sait, qui sera accueillie pour partie dans la grande salle Jean d'Asté. Et du coup, que va devenir la salle Jeanne d'Arc ? Alors la salle Jeanne d'Arc malheureusement est un bâtiment qui est en sursis depuis longtemps, puisqu'il y avait eu des travaux, une intervention on va dire d'extrême urgence réalisée il y a déjà plusieurs années, qui était réalisé pour 5 ans. On a aujourd'hui dépassé le délai, donc voilà, c'est un bâtiment qui ne répond plus aux normes, qui ne répond plus aux usages aussi du monde du spectacle. C'est actuel. un bâtiment qui va être détruit ? La question se pose. C'est un bâtiment qui n'a plus encore une fois, qui ne correspond plus aux usages actuels. Donc, tout à fait. il pourra être cédé par la ville. Effectivement, on peut imaginer alors, s'il y a une rénovation, ce qui est possible, ça sera très certainement pas la municipalité qui la prend en charge, que ça serait beaucoup trop lourd pour finalement un usage très minimisé. Mais il me semble effectivement qu'il faut aujourd'hui se préparer à ce que la salle Jeanne d'Arc soit peut-être disparaisse un jour, et c'est peut-être bien comme ça finalement que l'activité trouve sa place dans un lieu tout aussi symbolique qui est la Comédie de Saint-Étienne, ancien bâtiment des mutilés du travail, devenu Comédie de Jean d'Asté. Donc finalement l'un dans l'autre, même si on est très attaché à ce lieu-là, le cœur des Stéphanois devrait ne pas trop y perdre. Alors il me reste de nombreuses questions, mais le temps passe vite. Et je suis très bavard aussi. Rapidement, on a beaucoup entendu parler de l'opéra. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'opéra du côté artistique. Bien sûr. Qu'est-ce que l'opéra propose ? J'ai notamment vu qu'il n'y avait pas que de l'opéra, il y a aussi des théâtrales. Oui, effectivement. Alors l'opéra en lui-même propose désormais, depuis la saison dernière et la saison que nous avons présentée au mois de juin, propose une programmation qui est recentrée autour de sa mission principale, c'est-à-dire le monde lyrique, symphonique et classique. Voilà. Donc aujourd'hui, on y découvre 7 créations, non plus 7 œuvres lyriques, un certain nombre évidemment de propositions en musique de chambre, en symphonique aussi. On a sans doute, je vais pas donner le détail, ça serait trop long, mais sans doute une des saisons les plus denses et les plus riches qui n'ait jamais été proposée à l'Opéra de Saint-Étienne dans ces thématiques-là. Et on en est très fiers. C'est une saison qui marche très bien. Je lance un appel une alerte, parce que les grandes dates de l'opéra sont quasiment toutes complètes. Les places disponibles sont rares, deviennent de plus en plus rares. Donc si vous souhaitez, et je vous y invite évidemment, voir de très très belles créations, parce qu'on a quasiment que des grands titres cette année, il faut se dépêcher pour se procurer des places. Au-delà de ça, effectivement, l'opéra propose toujours du théâtre. Alors ça n'est plus l'opéra en direct, c'est la ville de Saint-Étienne qui propose au sein de l'opéra, parce que la salle est particulièrement adaptée, une programmation de théâtre dit populaire, théâtre aussi appelé de boulevard, mais le terme est devenu un peu péjoratif, parce qu'il était hors de question pour nous de priver le public stéphanois de cette esthétique-là. Vraiment, nous avons défendu avec Gaël Perdriau à maintes reprises la nécessité de proposer toutes les esthétiques culturelles sans faire de sélection. Moi, je milite très fortement contre la culture au sens institutionnel et pour les cultures, c'est-à-dire pour ne pas fermer les portes en matière de culture. Je suis absolument d'accord pour qu'on présente des initiatives telles que le Scoop Music Tour, Énergie Music Tour sur les places de centre-ville, parce que je crois que c'est une forme de... Je crois que vous avez oublié le Loire FM Tour. Oui, bientôt ça sera. Mais c'est une forme de culture. Des jeunes ont grandi avec cela, c'est leur culture, et ça se défend aussi. Il n'y a pas de raison de mettre ça de côté. Voilà, la culture, elle est large. Voilà, la seule chose qu'on peut discuter, c'est la question du live, c'est la question musicale. Ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais fermer à une esthétique, c'est quelque chose que je trouve extrêmement dangereux, et je pense que c'est une erreur, mais c'est un point de vue très personnel que je partage. C'est une erreur qu'on a faite lors des 30 dernières années, en considérant que la culture institutionnelle, celle qu'on avait décidé être la culture, était la seule culture. Et donc, pour revenir à ça, on tenait absolument à maintenir à Saint-Étienne une proposition très large en matière de théâtre. La Comédie de Saint-Étienne a une mission très précise, qui est la défense de la création nouvelle, entre guillemets, d'auteurs vivants. Arnaud Meunier tient beaucoup aussi à cette défense-là, à défendre ce secteur-là.
Et il fallait qu'on puisse proposer bien d'autres formes, d'autres propositions. Et là, ce sont des très grands noms. Alors Amanda Lear, Thierry Lhermitte, voilà des acteurs extrêmement connus évidemment. Et ça aussi, c'est important. On a de cette manière-là une offre extrêmement complète à Saint-Étienne, entre toutes nos grandes structures. C'est-à-dire que ça soit la comédie, que ça soit l'opéra, que ça soit le Zénith. Chacun se partage les choses. Et chose assez nouvelle, entre la comédie et l'opéra, il existe aujourd'hui des discussions extrêmement riches et constructives. Ça n'a pas toujours été le cas. Ce sont deux maisons qui se sont parfois fait concurrence. Et aujourd'hui, justement, en termes de création théâtrale, il leur arrive d'ailleurs maintenant régulièrement de proposer des coproductions, des co-réalisations. Ils s'entendent sur la programmation. Et l'idée majeure d'Éric Blanc de Lannault, le directeur de l'opéra, et d'Arnaud Meunier, c'est de proposer des offres complémentaires. Et ça fonctionne. Et j'en suis très heureux. J'en profite au passage pour les inviter à venir nous voir pour avoir un rendez-vous pour suivre dans la culture. Monsieur de l'opéra et monsieur de la comédie, monsieur Meunier, sont les bienvenus à l'antenne de Loire FM. Un dernier dossier dans cette émission, le cinéma. Je ne sais pas si ça c'est dans votre mandat. Les gens, on a l'impression à Saint-Étienne qu'ils vont de moins en moins au cinéma. Est-ce pas... Si, il y a quand même une tendance. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que j'ai même entendu une rumeur dont on m'a dit qu'il ne fallait pas en parler, mais je vais quand même en parler. On m'a dit que Pathé avait dans ses cartons un projet d'un cinéma dans le futur hostile. Alors ça, quel en est l'avenir du cinéma à Saint-Étienne? Sur la dernière proposition, je ne crois pas. C'est une rumeur. Oui, je ne crois pas, mais je voudrais pas. Mais il n'y a pas de fumée sans manche. Voilà, mais je voudrais pas positionner là-dessus. Je sais peut-être bien ou pas, je ne sais pas, mais c'est une rumeur. Pour ce qui est de l'activité cinématographique, de manière générale, elle est en baisse. C'est un constat national. Il y a aujourd'hui, alors en baisse modérée. On n'est pas là devant un constat catastrophique. À Saint-Étienne, c'est un peu plus vrai. Il faut admettre que les multiplex notamment de Madame Massu-Duparc, ont connu des débuts difficiles. Qui est la bienvenue aussi. Et oui, bien sûr, je passerai le mot avec plaisir si je la croise. Ont connu des débuts difficiles qui ont impacté aussi a priori le Méliès, qui pourtant est un cinéma extrêmement, deux cinémas aujourd'hui extrêmement dynamiques, qui font évidemment la fierté de Saint-Étienne. D'ailleurs, je tiens à saluer Paul-Marie Claret et Sylvain Pichon, Paul-Marie qui est le directeur de ce cinéma, et Sylvain Pichon qui est très impliqué dans sa programmation, parce que vraiment le Méliès fait vraiment la fierté de Saint-Étienne. Et puis il propose autre chose, c'est ce qui est bien. Exactement, et ça c'est tout à fait précieux. Un peu comme Loire FM en radio. Exactement, vous me l'avez enlevé de la bouche. Alors pour revenir, pour être un peu plus sérieux, ce projet-là a fait débat. On a suffisamment, en tout cas notre équipe s'est suffisamment prononcée pour pas y revenir sur la pertinence de créer ou pas un nouveau multiplex en centre-ville. C'est un débat qui n'a plus lieu d'être. Le projet a été fait, était parti avant nous. Le constat est que les lancements est extrêmement difficiles. Cela étant dit, ne soyons pas pessimistes. Il faut admettre que la directrice notamment du Camion Rouge, parce que c'est notamment celui qui a le plus posé question cette année, a entrepris un vrai rebond véritable, avec une équipe renforcée, avec une dynamique commerciale renouvelée, de nouvelles offres, et qu'il semblerait que ça porte ses fruits. Voilà. Et puis il va y avoir un restaurant. Voilà, un restaurant. Et puis une salle de sport qui vont venir juste à côté. Exactement, ce qui devrait évidemment renforcer redynamiser le quartier. Exactement. Alors par rapport à tout ça, malheureusement, nous municipalités, nous ne sommes que spectateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut que constater les variations dans les fréquentations sans pouvoir vraiment être acteur, puisqu'il s'agit de structures privées. On n'a pas la même implication que dans le cinéma d'art et essai, où là on peut soutenir fortement la création, c'est notre rôle, et donc évidemment on le fait. Là on ne peut être que spectateur, mais c'est vrai que malgré tout le contexte change beaucoup, avec l'ouverture de multiplex de Saint-Just, avec Nova Syrie aussi, qui voit arriver un nouveau dispositif. Donc
Voilà, on est attentif, on est forcément inquiet, on essaye d'écouter chacun des partenaires, d'être présent quand ils nous le demandent, de répondre quand on peut répondre sur des questions d'aménagement. Mais Vous n'avez pas la formule magique. Mais voilà, vous avez très bien dit les choses, on n'a pas la formule magique, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir directement. Et encore une fois, c'est peut-être bien comme ça, hein, c'est un secteur privé, donc on a peu d'actions, mais en tout cas on reste très vigilant, très attentif, et nos discussions sont régulières, en tout cas avec les directeurs de ces structures, et c'est très appréciable. Eh bien, Monsieur Chassot-Bénet, je vous remercie d'être venu nous voir. Je crois qu'on pourrait faire une émission d'une heure de plus, tellement qu'on a de choses à dire. Oui, et puis je parle beaucoup, mais en tout cas c'est moi qui vous remercie vraiment. On espère avoir une belle fête du livre. Oui. Est-ce que dans tous ces auteurs, il y en a combien, vous le savez à peu près? Il y en a 180, je crois, un peu 180. plus. Donc j'allais vous demander s'il y en a un particulier que vous nous conseillez à aller voir. Alors, il y Le en coup de cœur de l'adjoint. Écoutez, allez voir Ben Brooks sur le coin des jeunes adultes, ça c'est important. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. En tout cas, merci et puis bon courage pour cette montée en vélo dimanche matin. Ah merci, c'est gentil. Bonne semaine, la rediffusion c'est vendredi, donc c'est demain à 11h. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un spécial association pour parler du forum des associations. Je laisse le micro quelques secondes à Philippe qui a envie de parler. Juste une question à Marc Chassot-Bénet, est-ce que vous avez retrouvé votre doudou? Mon doudou, la clinique des doudous, vous vous souvenez de ça? Oui, effectivement. Alors le mien, oui, je sais très bien où il est, mais surtout les enfants peuvent évidemment amener leur doudou à la fête du livre de Saint-Étienne. Le premier rapport au livre, ça commence très très tôt. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin, rediff demain 11h. Et puis la semaine prochaine, spéciale association avec le forum des associations et Monsieur Jourda d'Asso 42. Bonne semaine, on met la doudoune et on s'en va.